Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des titres de l'Est de la France. Merci de nous accueillir ici, à RTL. Vous êtes le grand témoin de notre journal de l'année 2014. Je voudrais commencer, c'est la moindre des choses, dans le studio des grosses têtes, par une citation. Très bien. Que je vais vous lire. 16 heures de travail par jour, une vie de famille très préservée. Il n'arrête pas de vouloir prouver aux autres et à lui-même qu'il est à la hauteur de ses ambitions par sa force de travail et son éclectisme. C'est un égratigneur heureux. Vous reconnaissez-vous dans ces quelques lignes, Laurent Ruquier? Je croyais qu'il fallait que je retrouve l'auteur de la citation comme en l'occurrence. C'est vous. Bon, très bien. Écoutez, oui, c'est à peu près ça. Oui, bien sûr, c'est vrai que je travaille beaucoup, on le sait. Enfin, j'ai aussi des moments de vie plus tranquille le week-end, par exemple. Et j'ai parfois même travaillé plus que ce que j'ai pu travailler depuis le début de cette rentrée. Ce qu'il y a eu de nouveau cette année, c'est un peu de pression supplémentaire parce qu'il y avait un challenge, il y avait un enjeu, le fait de venir ici à RTL et de reprendre les rênes des grosses têtes. Mais il y a parfois dans ma vie professionnelle des moments où j'ai encore plus travaillé qu'en ce moment. Et pour ce qui est de la vie privée, oui, c'est vrai que moi j'aime bien qu'on parle de moi pour mon travail avant tout, donc je ne m'expose pas spécialement. De toute façon, je vais vous dire, je n'ai pas tellement de temps d'aller dans des soirées où il y a des people, et d'ailleurs on voit à peu près toujours les mêmes têtes. Quand je fais des soirées, j'aime bien plutôt que ce soit sans photographe et sans caméra. En fait, en l'occurrence, ces quelques lignes que je viens vous de lire, elles sont issues d'un magazine sorti il y a 35 ans. Très bien. Et en fait, ces quelques lignes... C'était sur Philippe Bouvard. C'était sur Philippe Bouvard. Ah bah voyez comme quoi. D'ailleurs, j'achetais le Tout Antenne. J'avais c'était pas un magazine, c'était un livre qui sortait à peu près tous les ans. Je dois avoir 3-4, je les ai encore d'ailleurs, 3, 4 ou 5 numéros de... Coédité par RTL d'ailleurs. Voilà, exactement. Et j'avais effectivement toute la vie de tous les animateurs, pas seulement de RTL d'ailleurs, parce que il y avait dedans tous les animateurs et journalistes, radio et télé, toutes chaînes confondues. Et j'étais passionné par ça, par la vie de tous ces animateurs. Puis surtout, ça permettait de voir les têtes, parfois, des voix qu'on connaissait, mais dont on ne connaissait pas le visage, pour ce qui est de la radio en tout cas. Alors précisément, cette émission, Les Grosses Têtes, vous en avez rêvé adolescent. Vous les enregistriez d'ailleurs sur des cassettes. Si vous aviez 14 ans, aujourd'hui, quand vous rentrez du lycée, quelles sont les émissions que vous mettriez en podcast? Oh, écoutez, c'est pas facile à dire. Si j'avais 14 ans aujourd'hui, je serais certainement comme beaucoup de jeunes de 14 ans, d'abord sur les chaînes musicales, mais encore que je pense qu'aujourd'hui on a un atout par rapport aux chaînes musicales, c'est que au fond, les jeunes aujourd'hui, la musique, ils l'ont comme ils veulent, sur leur ordinateur, grâce aux plateformes de téléchargement, etc. Donc je crois que, hélas pour les radios musicales, leur public va sûrement être moins nombreux dans les années qui viennent qu'il n'a pu l'être au départ. Et qu'au contraire, nous, qui offrons un produit différent, une émission au fond, même si c'est de l'improvisation quand même de création, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et c'est la force des radios généralistes et particulièrement de RTL. Donc je pense que j'écouterai les grosses têtes parce que ça me permettrait de m'amuser et d'apprendre des choses. Parce que je crois que moi c'est ça qui m'intéressait déjà à l'époque quand j'écoutais l'émission. Le Transistor était votre fenêtre vers le monde extérieur. Votre première émission sur une radio locale du Havre s'appelait Les Bonnes Têtes. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez compris que la radio, que ce média allait totalement changer votre vie? Ah non, je ne pouvais pas savoir que ça allait changer ma vie. Je ne pouvais pas imaginer travailler à Paris, dans les médias et à la radio ou ailleurs. Non, c'était quelque chose que j'aimais, qui me passionnait. J'étais intéressé par ça. J'en rêvais, mais j'en rêvais au sens... je rêvais que ça puisse être mon métier, mais je ne pouvais pas penser justement que ça soit un rêve qui était du domaine du possible. Ça reste, dans ma tête, c'était un rêve qui était fait pour rester un rêve, mais en tout cas, jamais pour se concrétiser. Après 15 ans à Europe 1, 10 ans à France Inter, vous avez accepté la proposition de Christopher Baldelli de rejoindre RTL. Quelle liberté le plébiscite du dernier sondage Médiamétrie vous donne-t-il dans les futures retouches et dans le casting de l'émission? La liberté, je l'ai déjà. Aucune liberté supplémentaire, juste moins de pression, plus de tranquillité personnelle, parce que c'est plus rassurant et on est voilà, plus détendu peut-être quand on sait que ça fonctionne. Encore qu'il faut faire attention à ce qui va se passer dans les prochains sondages Médiamétrie et voir si tout ça se confirme. Mais c'est vrai qu'on sent que ça se passe plutôt bien et donc de toute façon la liberté que je prendrai dans les mois et dans les saisons qui viendront, puisque j'espère être là pour un moment, c'est la même liberté que j'ai pu prendre depuis la rentrée, c'est-à-dire essayer de toujours faire venir des nouvelles grosses têtes
têtes, toujours s'ouvrir vers d'autres personnes, ne pas rester enfermé sur un club trop restreint et trop fermé de grosses têtes, reprendre ce qu'étaient les grosses têtes dans les grandes années, puisque en fait ce que je fais depuis fin août dernier, c'est de revenir aux fondamentaux de l'émission, c'est-à-dire ce qu'étaient les grosses têtes à l'époque où effectivement des gens comme Jean-Yann, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon et autres côtoyaient des écrivains, des artistes qu'on entendait parfois seulement 8, 15 jours, 3 semaines, puis plus jamais, et ainsi de suite. Là, ces dernières années, Philippe Bouvard s'était un peu enfermé sur seulement 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 grosses têtes, et je pense que c'est ce qui a petit à petit fait la désaffection d'un certain nombre d'auditeurs. Je pense qu'on a toujours besoin de s'adresser aux jeunes aussi. L'émission aussi était un peu restreinte sur une certaine culture, un certain enfermement, un certain style. Moi, je crache absolument pas sur la culture ancienne et sur l'histoire et sur les anciens, et je suis même plus très jeune, donc j'aurais tort de le faire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter. Moi, j'aime autant l'opéra que le rap, Mireille Mathieu que Raphaël, et M. Pokora qu'Enrico Macias. J'ai aucun problème avec ça. C'est s'ouvrir au plus grand nombre. RTL, c'est une radio généraliste. On doit parler à tout le monde et on doit s'adresser à tous. Pareil pour les citations, puisque vous avez démarré l'interview comme ça. C'est vrai que moi, j'essaie de renouveler depuis la rentrée les auteurs. On peut pas toujours citer Sacha Guitry, Alphonse Carr et Jules Renard. On les citera encore dans l'année, évidemment, parce qu'il ne faut pas les oublier. Mais enfin, c'était quand même... D'ailleurs, généralement, les réponses arrivaient au bout de 30 secondes, parce que c'était toujours les mêmes. Donc voilà, tout ça, évidemment, il y avait un gros travail à faire, et c'est un gros travail que je vais continuer à faire dans les années qui viennent. Les chauffeurs de taxi sont de précieux indicateurs, dites-vous, pour avoir un feedback en temps réel. Oui, c'est vrai. En même temps, vous expliquez qu'il faut relativiser ce qu'on lit et ce qu'on entend. Être têtu dans ce métier, c'est un défaut qui devient une qualité. Absolument. Ah oui, moi je pense toujours qu'il faut, pas aller toujours dans le sens du public. Il faut sentir le public, mais il ne faut pas forcément aller dans son sens. Il faut savoir imposer aussi les choses au public. J'ai souvent cité le cas de Laurent Gérard, parce que c'est une histoire, je le racontais dans mon livre d'ailleurs, une histoire, je trouve, assez édifiante et probante, surtout quand Laurent Gérard est arrivé dans Rien à cirer au début des années de mes années à France Inter. Il a remplacé Pascal Brunner, qui aujourd'hui est là, c'est un imitateur qu'on a un peu oublié, mais Pascal c'était la vedette de l'émission Brunner, c'était l'imitateur que tout le monde adorait dans l'émission, et quand Laurent Gérard est arrivé dans Rien à cirer, il y avait des spectateurs au premier rang qui venaient me voir et qui me disaient « Ah mais pourquoi vous l'avez engagé lui Pascal Brunner, mieux que tout, il disait, Pascal Brunner, il imite mieux Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous voyez, quand on sait aujourd'hui ce que Laurent Gérard a fait de l'imitation de Johnny Hallyday, il se trouve que c'est vrai que Laurent Gérard, il avait apporté une voix, une façon nouvelle d'imiter Johnny. Jusque-là, on caricaturait beaucoup Johnny, c'était Leluron qui l'imitait, et Pascal Brunner était un imitateur lui-même de Thierry Leluron. Gérard, il avait apporté sa patte, et d'un seul coup, il a fait un Johnny parlé, un Johnny différent. Et bien oui, les premières semaines et les premiers mois, ça déstabilisait le public parce qu'ils n'avaient jamais entendu Johnny imiter comme ça. Mais sauf que si j'avais écouté le public, j'aurais viré Laurent Gérard et puis peut-être qu'il aurait fait quand même, et je l'espère pour lui, et j'en suis à peu près sûr, la carrière qu'il a faite, mais ça aurait peut-être mis un peu plus de temps. Comme quoi, il ne faut pas écouter toujours le public, il faut aussi croire en son savoir. Je ne pense pas forcément que le public sache mieux que moi faire une émission de radio. Je pense quand même que je sais mieux qu'eux, et donc je pense que j'ai plus confiance en moi parfois que dans ce qu'on me dit. Après, il y a des tendances, évidemment, il faut y faire attention. Mais je crois que j'ai assez le sens de ça, de continuer à avoir les oreilles grandes ouvertes sur ce qu'on me dit, mais sans en tenir compte à 100%. C'est comme le courrier des lecteurs, Twitter, etc. Si j'avais dû m'en tenir à ce que j'ai pu lire parfois sur Twitter ou même sur le site d'RTL quand je suis arrivé ici, mais je me flinguais. C'est-à-dire que c'était même pas à peine que je mette le pied et les pieds dans le studio ici pour remplacer ou succéder à Philippe Bouvard. Puis voilà, et on s'aperçoit 2 mois et demi plus tard que... donc vraiment, il ne faut pas tenir compte de tout ça. Je pense que vraiment, il faut tracer sa route. Il n'y a pas que la radio dans votre vie, la lecture de la presse, je l'ai vu encore tout à l'heure pendant l'émission. Vous êtes un lève-tôt, la presse écrite, la lecture de la presse est un moment incontournable de votre journée. À quoi ressemble votre petit déjeuner? Est-ce qu'il est papier ou est-ce qu'il est numérique pour le coup? Ah non, je lis toujours les journaux papier, sauf si c'est le week-end et que je suis en voyage, mais autrement, en tout cas, tous les matins ici à RTL, quand les journaux arrivent, c'est la presse papier. Non, parce qu'on a quelques difficultés, il ne faut pas croire. Hein. mais je cours après les journaux pour les avoir. Mais en tout cas, je continue à lire la presse papier, c'est effectivement
effectivement là que je trouve l'essentiel de mes questions pour mes grosses têtes. L'écriture est le dénominateur commun de toutes vos activités, la radio, la télévision, l'édition, le théâtre. Vous portez un soin particulier à préparer et à soigner vos interviews dont on n'est pas couché sur France 2, chaque samedi soir. Vous le faites comme un journaliste, comme vos chroniqueurs Émeric Caron et Léa Salamé. Pourtant, vous revendiquez n'être qu'un saltimbanque. Pour quelle raison ? Ah oui, parce que je suis pas journaliste. D'abord, j'ai pas de carte de presse. Parfois, quand je fais des interviews, vous avez raison. Je prends la casquette du journaliste, mais je suis avant tout un saltimbanque, même un artiste, j'ai envie de dire, hein, parce que au fond, ce que j'aime, c'est le spectacle. Et l'émission, même si on accueille des politiques, même si je fais des interviews des invités, ça reste, on n'est pas couché, ça reste avant tout un show, un spectacle. Voilà, c'est du divertissement tout de même. Donc voilà, tout ça, ça reste avant tout une occupation artistique, comme les grosses têtes, comme le théâtre. Et l'écriture est même un peu moins un dénominateur commun à mes activités qu'avant, parce que par exemple, à part la préparation des questions, mais c'est pas véritablement de l'écriture, je suis plus dans l'improvisation, y compris d'ailleurs dans On n'est pas couché, excepté la toute première partie, le flop 10. Pour le reste, en dehors d'ingurgiter les parcours, les CV et la promo de mes invités, je prépare pas une seule question. Je n'écris pas mes questions, il n'y a rien d'écrit au prompteur à ce moment-là. Le prompteur, dans On n'est pas couché, il sert uniquement pendant les 10 premières minutes et après, il n'y a plus rien d'écrit parce que je préfère faire ça de façon spontanée. Je pense qu'avant tout, aujourd'hui, ce qui est ma marque de fabrique, c'est la spontanéité, que ce soit à la radio ou à la télévision. Le seul endroit où je continue à écrire, au fond, c'est pour le théâtre. Est-ce plus facile pour un saltimbanque d'être impertinent, d'interroger un invité politique et de le faire sortir de sa langue de bois habituelle? Ah bah oui, évidemment, ils sont dans des conditions très différentes. Il n'y a pas seulement les deux chroniqueurs, là, cette année, Léa Salamé, Émeric Caron et moi, qui faisons que c'est différent. Il y a aussi le fait que l'invité politique est là en présence aussi d'autres invités qui sont autour du studio, enfin du plateau du studio de Gabriel cette année en même temps que lui, et qu'on sait qu'à tout moment, on l'a vu il y a pas longtemps entre Mathieu Kassovitz et Rachida Dati, à tout moment, bah, voilà, il y a un invité qui peut intervenir dans le débat. Pas trop non plus, hein, c'est pas, il y a quand même un espace assez grand. D'ailleurs, les politiques apprécient plutôt leur passage chez nous parce que quand même ils ont un long espace pour faire passer leur message, même si évidemment c'est risqué et dangereux, peut-être plus qu'ailleurs, parce que c'est vrai que Émeric Caron par exemple va au bout des questions, mais moi je trouve ça bien, et ça reste un moment politique, peut-être le moment le plus sérieux de l'émission, mais manifestement que les téléspectateurs aiment bien. Une part de marché confortable sur France 2, 33 millions de vidéos vues sur votre compte YouTube de l'émission. Est-ce qu'une bonne émission est seulement faite d'une bonne audience ou aussi du buzz qu'il va générer le lendemain? À quoi vous le mesurez? Non, parce que le buzz, d'abord, quand on a démarré, on n'est pas couché il y a 8 saisons, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi actifs qu'aujourd'hui, et le buzz se faisait déjà, peut-être même plus que maintenant. Je me souviens avec Pollack, c'est même avec Pollack et Zemmour la première année qu'il y a eu le plus de clash sur le plateau, quand Bernard Tapie, Muriel Robin et quelques autres, Michael Youn, j'en passe, sont partis. Non, on ne cherche pas à faire du buzz, il n'y a pas de calcul. D'ailleurs dans 95% des émissions, ou 98% des émissions, il ne se passe rien d'exceptionnel en termes de clash ou quoi que ce soit. On retient ça, mais la plupart du temps ça se passe très bien. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire, rien faire sans que... le buzz au fond, c'est pas nous qui le faisons. Le buzz, ce sont les sites internet qui les reprennent, ces moments-là. Nous, on fait une émission chaque semaine. Moi je m'en passerais bien du buzz. Hein. Le micro vous rend moins timide, avez-vous dit. La scène vous a également permis de vous révéler. Vous êtes copropriétaire du théâtre Antoine, vous produisez Michael Grégorio et Gaspard Proust. N'avez-vous pas envie vous-même... Et Vincent de Dienne aussi. Et Vincent de Dienne. Est-ce que vous n'avez pas envie vous-même de revenir sur scène à un moment ou à un autre en tout cas pour faire du one-man show, non. Ça sûrement pas. Il y a plein de gens qui ont fait ça très très bien depuis. Moi j'ai tourné cette page-là depuis longtemps. Non, jamais je ne remonterai sur scène pour faire du one-man. Pour éventuellement jouer dans une pièce de théâtre avec des copains, ça pourquoi pas. Mais enfin, il faudra que je fasse moins de choses pour ça, parce que je ne peux pas de toute façon être sur scène tous les soirs en continuant à faire de la radio et de la télé. Donc il faudra qu'un jour, voilà, j'ai moins de travail médiatique pour peut-être concrétiser cette vieille envie de m'amuser avec des potes sur scène. Mais voilà, c'est pas... En tout cas, c'est pas vital pour moi. On dit souvent qu'on apprend plus de ses échecs que de ses victoires. Vous cartonnez sur RTL et sur France 2, mais vous aviez commencé 2014 avec l'arrêt de l'émission pour tous. Ben oui,
Oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Ben, écoutez, finalement, que c'était pas le bon moment pour ça. Et j'en ai rien retenu parce que je savais avant, des échecs j'en ai eu déjà avant, donc c'était pas si grave. J'en ai retenu d'abord que la faculté d'oubli est importante parce que vous m'en parlez, mais la plupart des gens ont oublié déjà cette histoire-là, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'il est arrivé ici à RTL a un peu effacé cette mauvaise passade de l'émission pour tous. Ce que j'en ai retenu, c'est que pour faire une émission comme ça, il faut la démarrer déjà en début d'année et pas servir de pompier de service en cours d'année une fois que les autres émissions sont déjà installées. C'est la première des choses. Et puis que de toute façon, mais ça je le savais aussi avant, il ne faut jamais insister quand quelque chose ne fonctionne pas. Quand on vous demande comment ça va, vous répondez souvent « ça va, je suis fatigué ». C'est Oui, d'ailleurs ce que vous m'avez dit juste avant. Ouais, ouais. Mais dans vos rares moments d'inactivité, vous détestez par-dessus tout l'ennui, vous vous reposez souvent en écrivant un livre ou une pièce de théâtre? Non, quand même, la plupart du temps dans l'année, les week-ends, je vous jure que je me repose vraiment, je regarde le foot, je suis tranquille, j'écris pas une pièce tous les ans déjà, et quand je l'écris c'est l'été, par exemple l'été prochain, je sais c'est programmé, oui j'écrirai, mais la dernière pièce là, celle qu'interprètent Michel Bernier et Frédéric Diffenta, je l'ai écrite il y a maintenant 2-3 ans déjà, le temps passe, donc vous voyez, j'écris pas tout le temps, et un livre c'est pareil, là, il y avait très longtemps que j'avais pas sorti un livre, et je l'ai vraiment fait dans un but de communication pour expliquer, raconter que c'était pas par hasard que j'arrivais ici à RTL, c'était le but de ce livre, d'ailleurs ça a plutôt été bien reçu en ce sens, et je regrette pas de l'avoir fait, mais ça faisait un moment que j'avais pas écrit un livre non plus. Votre projet 2015 alors, il y a effectivement l'écriture à l'été? Voilà, l'été prochain j'écrirai une nouvelle pièce, ça c'est sûr. D'accord. Chaque samedi soir, les invités d'On n'est pas couché doivent commenter l'actualité. Vous êtes notre grand témoin 2014. Alors je me suis permis de sélectionner quelques visages. Alors, je vais commencer par celui-là. Le visage de François Hollande avec... dans un contexte bien particulier. Sa nouvelle première dame. Oui, c'est vrai que ça a été un élément marquant de l'année, l'affaire du scooter présidentiel. Et bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez... Ça a au moins rendu quelqu'un millionnaire, c'est Madame Valérie Trierweiler, c'est déjà ça. François Hollande aura fait une heureuse, son ex-compagne. L'UMP, l'affaire Big Malion, le retour de Sarkozy, que pense l'auteur de Parce que je le vole bien de l'UMP aujourd'hui? Écoutez, justement, la pièce portait sur l'affaire Bettencourt. J'ai l'impression que le procès va tourner en eau de boudin. Moi, je suis triste d'imaginer que ça puisse être à nouveau François Hollande et Nicolas Sarkozy, que ce soit l'un ou l'autre, l'un et l'autre, peu importe, que ce soit à gauche ou à droite, qui soient à nouveau les candidats. Voilà, dans 2 ans maintenant, parce que c'est un boulevard pour Marine Le Pen. Je pense qu'il faudrait que ce soit un nouveau candidat à droite et un nouveau candidat à gauche. Elle a justement, transition toute trouvée, été élue avec 100% des voix. Oui, mais elle refuse toujours, il me semble, comme les membres du FN, de venir sur votre plateau de France 2. Ah non, elle ne refuse pas de venir sur le plateau. Non, non, c'est nous qui avons toujours fait le choix, en tout cas hors campagne électorale, de ne pas recevoir des membres du Front National. À l'époque, c'était pas Marine Le Pen, mais quand on va rentrer en campagne électorale, moi je respecterai la loi et les quotas qui sont dans ces cas-là de recevoir tous les partis, et je recevrai. Après, oui, effectivement, vous avez raison. Après, elle viendra ou elle viendra pas, mais enfin, elle est déjà venue en campagne électorale. J'ai aucun problème pour recevoir tous les partis qui sont représentés et qui seront candidats à la présidentielle. Il a été un de vos chroniqueurs, son livre est un best-seller. Éric Zemmour, il est ici à RTL, je ne croise pas d'ailleurs, il ne fait pas une bonne tête là sur votre photo. Écoutez, il est sympathique dans la vie, mais moins dans ses écrits, j'ai envie de vous dire. De la télé-réalité qui se termine dans les pages de faits divers. Alors ça ne m'intéresse pas du tout. Franchement, je vais vous dire, alors Nabila, rien à battre. Il y a eu beaucoup de photos sur vos comptes Twitter au Brésil pendant la Coupe du Monde. Oui, c'est la Coupe du Monde de foot. Ça a été pour moi un des événements de cette année. J'ai eu la chance d'y aller avec quelques-uns de mes camarades. J'adore le foot. En plus, en ce moment, je suis content. L'OM est en tête du championnat. J'étais un peu déçu parce que le seul match des Français que j'ai vu en live au stade là-bas à Rio, c'est le match qu'on a perdu contre l'Allemagne, et que franchement, on aurait peut-être on aurait dû faire mieux que ça. Mais quand même, ça a été une belle équipe de France et c'était un super mondial.
Vous vivez entre Paris et J'ai Marseille. quand même vécu aussi ce match terrible des Brésiliens Oui. perdant eux aussi contre les Allemands, qui était un match incroyable. Vous vivez entre Paris et Marseille, je crois. Oui. Qui sera champion de France cette année? Ah bah, je suis obligé de répondre l'OM, évidemment, mais ce sera serré de toute façon. Mais c'est vrai que on est content de suivre. C'est l'entraîneur surtout de Marseille qui est marrant à suivre, quoi. C'est vrai qu'il est plus rigolo que Laurent Blanc, ça, il n'y a pas de doute. Stromae, qui s'exporte aux États-Unis, vous recevez énormément d'artistes. Votre coup de cœur de l'année? Stromae, j'adore. Je suis même allé le voir à Bercy là, tout récemment et moi, j'avais eu la chance d'ailleurs de le recevoir dès le premier album. Il est venu 2 fois déjà dans On n'est pas couché, pour le premier et pour le deuxième album. Non, ça, j'aime beaucoup Stromae. Et en plus, Michael Gregorio, que vous avez cité tout à l'heure, qui fait l'Olympia là, pendant tout le mois de décembre, l'a évidemment intégré dans son spectacle. Ça donne un passage absolument incroyable où il fait Jacques Brel qui d'un seul coup se transforme petit à petit et tout doucement en Stromae. C'est un grand moment. Ce sera ma dernière question. À 14 ans, dans le secret de votre chambre, vous aviez écrit votre radio. Oui. Vous aviez écrit d'ailleurs la grille des programmes, vous aviez des invités, des animateurs. Il y a quelques jours, vous déclariez avec Yves Calvi en avoir encore pour 10 ans. À quoi rêvez-vous aujourd'hui professionnellement? Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un jour, vous voir à la tête d'une radio ou imaginer écrire des programmes une fois que vous aurez pris un peu de... Alors, je l'ai déjà fait, j'ai envie de vous dire, puisque j'ai été directeur des programmes d'une radio quand j'avais 15 ans. Donc, est-ce que je dois le refaire? Je ne sais pas. Mais c'est trop tôt, en tout cas. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai envie de m'amuser au micro et je pense qu'on ne peut pas faire les deux. Ouais. Je pense qu'une fois qu'on est directeur d'une radio, on ne doit pas être à l'antenne. Et certains l'ont fait, mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut laisser sa place une fois qu'on est directeur. Donc, voilà. Comme pour l'instant j'ai encore envie d'être au micro, je ne pense pas être directeur. Ça va rassurer Christopher Baldelli et Jacques Expert au cas où ils s'inquiéteraient.